Cher ami, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation de la formation Lead Implémentaire ISO 22000. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Faisal Freha, formation de base. Je suis un ingénieur en agroalimentaire. J'occupe aujourd'hui le poste de directeur QHSE dans un groupe appartenant à la chaîne alimentaire et ce depuis 35 ans. Je suis un formateur dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et le QSE, qualité, sécurité, environnement. Je suis aussi un consultant et enseignant dans les universités publiques et privées en Tunisie, dans le domaine de management qualité, santé, sécurité, travail, environnement et sécurité des denrées alimentaires. Et je suis un auditeur tierce partie. J'agis auprès des organismes certificateurs dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires, la qualité, la santé, sécurité du travail et l'environnement. Voilà, je pense que je me suis bien présenté. J'anime ce soir une présentation de la formation Lead implémentaire ISO 22000 en collaboration avec Carré Group. Si vous êtes aujourd'hui des responsables SMSDA, SMSDA pour dire le système de management de la sécurité des denrées alimentaires, si vous êtes des auditeurs dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires, si vous êtes un membre d'une équipe HACCP, si vous êtes des formateurs, si vous êtes des consultants ou vous voulez devenir, cette formation vous sera très utile. Cette norme ISO 22000, dans sa version 2018, parle d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Ça veut dire que l'aliment, si on parle de la sécurité des denrées alimentaires, ça veut dire que l'aliment ne cause pas de dommages aux consommateurs. Bien évidemment, l'ensemble des mesures et des conditions mises en place pour garantir que les aliments ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur. Là, c'est ce que parle la norme ISO 22000. Autrement dit, c'est le fait de produire, transformer, stocker et distribuer les aliments de manière à éviter toute contamination. Toutes ces dispositions, on va les voir ensemble au cours de cette formation qui va être orientée vers l'aspect pratique et pas uniquement une explication des chapitres de la norme, mais plutôt on va prendre un exemple de scénario d'entreprise appartenant à la chaîne alimentaire et on va essayer ensemble d'appliquer et de mettre en place un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. On va préparer dans cette formation, lead implémentaire, on va préparer ensemble de la documentation. Et là, je vais partager avec vous tout au long de cette formation une expertise de 35 ans dans le secteur agroalimentaire. On va apprendre ensemble comment convertir les exigences de la norme en dispositions formalisées. Donc, soyez nombreux et soyez les bienvenus à cette formation Lead implémentaire ISO 22000 qui va s'étaler en fait sur 10 séances de 2 heures et demie chaque séance. Le consommateur devient aujourd'hui de plus en plus exigeant. Il attend avant tout que l'aliment ne présente aucun danger pour la santé. Là, il cherche que l'aliment sera à l'absence de bactéries pathogènes, une absence de contaminants chimiques, l'absence de corps étrangers, et surtout, après les crises alimentaires survenues dans le monde. À titre d'exemple, je peux citer, en 1981, en Espagne, de l'huile de colza industrielle destinée à un usage technique a été illégalement raffinée et vendue comme huile alimentaire. Cette huile
contenait un produit chimique toxique qui s'appelle l'aniline et les conséquences, plus de 20 000 personnes intoxiquées et environ 1000 décès. 1000 décès, cette crise alimentaire. La contamination par la bactérie Listeria dans les plats préparés en 2025 et 2024-2025, les plats de pâtes prêts à consommer contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes qui ont provoqué une crise alimentaire aux États-Unis, 27 personnes contaminées et 6 décès signalés. Je peux citer aussi l'exemple de l'intoxication alimentaire dans une maison de retraite en Inde en 2025, c'est récent. Des résidents ont consommé le riz et viande contaminée par le Escherichia coli. 58 personnes qui ont été intoxiquées et 6 décès. Et selon l'Organisation mondiale de santé, les aliments contaminés causent chaque année environ 600 millions de cas de maladie et 420 000 décès dans le monde. Retenez ce chiffre-là, 420 000 décès dans le monde selon l'OMS, causant par la consommation d'un aliment contaminé. Donc, face aux crises alimentaires dans le monde, plusieurs solutions ont été mises en place pour renforcer la sécurité des denrées alimentaires et pour, en fait, protéger le consommateur. Les distributeurs qui ont commencé, les distributeurs comme les supermarchés et les grandes surfaces, ont réagi en mettant en place leur propre référentiel de sécurité des aliments. Pour mieux contrôler leurs fournisseurs, les distributeurs allemands et français ont créé le référentiel IFS Food. Au Royaume-Uni, les distributeurs britanniques ont développé le référentiel BRC, le British Retail Consortium. Donc, en Europe, c'est le IFS. En Britannique, c'est le BRC. Ce sont deux référentiels basés sur le HACCP pour assurer la sécurité de l'aliment. Maintenant, la réaction des professionnels de l'industrie agroalimentaire après ces crises alimentaires a été de renforcer le système de contrôle et de prévention des risques afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires en mettant en place la démarche HACCP. HACCP pour dire, c'est Analysis Critical Control Point, c'est en anglais, hasard, Analysis Critical Control Point. Et en français, c'est l'analyse des dangers, point critique pour la maîtrise, que je vais expliquer dans les slides à venir, cette démarche. Certains pays ont créé leurs normes nationales certifiantes, comme le Danemark par exemple, avec le DS 3027, et l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, a ensuite unifié en 2005 tous ces systèmes en un système de management complet, combinant le HACCP, le management, les PRP et la communication dans la chaîne alimentaire pour créer cette norme ISO 22000. ISO 22000, donc c'est la combinaison. Donc, la norme ISO 22000, de quoi parle cette norme-là? On va le voir ensemble, cette norme ISO 22000, de quoi parle? Donc là, c'est un système de management de la sécurité des denrées alimentaires, exigence pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire. En fait, la norme ISO 22000, c'est une norme internationale qui adopte un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et si je dis sécurité des denrées alimentaires, c'est-à-dire, on va garantir que l'aliment ne cause pas de dommages pour le consommateur. Il ne faut pas confondre avec la sécurité alimentaire. Et là, au niveau de la sécurité alimentaire, on parle de la disponibilité de l'aliment. Mais là, on ne parle pas de la disponibilité de l'aliment, mais plutôt de la sécurité de l'aliment, c'est-à-dire qu'il ne cause pas de dommages.
Il est dépourvu de dangers, soit physiques, chimiques, biologiques, on va le voir en détail. Donc, comme j'ai cité au début, c'est l'ensemble, on va voir dans cette norme-là, l'ensemble des règles, de procédures, les actions mises en place par une entreprise pour garantir que les aliments produits, transformés ou distribués sont sûrs pour le consommateur. Donc là, la santé du consommateur, elle est en jeu. Maintenant, où on peut mettre en place cette norme? Quelles sont les organisations qui peuvent être certifiées ISO 22000? Est-ce que n'importe quelle entreprise peut mettre en place ISO 22000? Cette norme s'applique à tous les organismes de la chaîne alimentaire, indépendamment de leur taille et de leur complexité. Et si je dis chaîne alimentaire, ça veut dire la séquence des étapes dans la production, dans la transformation, dans la distribution, dans l'entreposage, la manutention d'une denrée alimentaire ou de ses ingrédients. De la production primaire jusqu'à la consommation. Donc, soit les organismes directement ou indirectement impliqués, incluant autres les producteurs d'aliments pour animaux, peuvent mettre en place ISO 22000. Les producteurs de denrées alimentaires, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les producteurs d'ingrédients, les transformateurs de denrées alimentaires, les détaillants qui vendent les produits alimentaires, les organismes fournissant les services de traiteurs, par exemple les catering, les services de nettoyage et de désinfection, les services de transport, d'entreposage, de distribution, les fournisseurs d'équipements pour les industries agroalimentaires, les produits de nettoyage, les matériaux de conditionnement, les emballages, les autres matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Toutes ces organisations peuvent mettre en place ISO 22000. Donc, les chaînes disent que les organismes appartenant à la chaîne alimentaire. Maintenant, si je veux mettre en place cette norme ISO 22000 dans mon organisation, qu'est-ce que je vais gagner? Tout d'abord, je vais démontrer mon aptitude à fournir en permanence des denrées alimentaires sûres et des produits et services conformes aux exigences des clients et des exigences légales et réglementaires applicables. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'une entreprise qui n'est pas certifiée ISO 22000 ne peut pas fournir des denrées alimentaires sûres? Oui, elle peut fournir des denrées alimentaires sûres, mais elle ne peut pas assurer la durabilité. Si on va mettre en place ISO 22000 dans mon organisation, je vais assurer que je vais fournir en permanence des denrées alimentaires sûres et des produits et services conformes aux exigences des clients et des exigences légales et réglementaires applicables. La mise en place de la norme ISO 22000 aussi permet d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. La mise en place ISO 22000, elle permet à l'entreprise de se démarquer et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Le contrôle efficace des dangers affectant la sécurité de l'aliment. Une réduction des coûts grâce à une meilleure maîtrise des processus. Et là, ce sont les avantages de la mise en place de cette norme ISO 22000. Maintenant, quels sont les principes qui régissent cette norme, qui régissent le système de management de la sécurité des denrées alimentaires? Quatre principes. Premier principe, ce sont les programmes prérequis. Là, vous voyez, le premier principe, c'est les programmes prérequis. Si j'ai dit programme prérequis, ce sont les bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques qui servent à prévenir la contamination et à créer un environnement sûr pour la production alimentaire. Donc, c'est le premier principe pour mettre en place ce système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Le deuxième principe, c'est le HACCP.
Le HACCP, c'est une démarche préventive de management de la sécurité des aliments qui permet d'identifier les dangers liés aux aliments et de mettre en place des mesures pour les contrôler avant que les aliments n'arrivent aux consommateurs. Le troisième principe, c'est la communication interactive, consiste à échanger des informations entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire, soit la communication en interne, soit la communication en externe avec les fournisseurs, avec les clients, avec, et en cas de crise, avec les médias. Et le quatrième principe, c'est le système de management. C'est quoi le système de management? On va le voir. C'est la politique SDA, c'est les objectifs, c'est les processus et le fameux cycle PDCA. Donc, ISO 22000, c'est une norme qui s'applique, qui s'appelle une norme de la fourche à la fourchette. ISO 22000, c'est une norme de la fourche, voilà, la fourche, production primaire, jusqu'à la fourchette. On va commencer par les programmes prérequis. Pour voir les quatre principes qui régissent cette norme, on a parlé des programmes prérequis. Si je dis programme prérequis, ce sont les bonnes pratiques, ce sont les conditions et les activités de base nécessaires pour maîtriser tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique, c'est-à-dire maîtriser les dangers qui peuvent provenir de l'environnement du travail. Donc, la première des choses, si je vais mettre en place une industrie, un organisme appartenant à la chaîne alimentaire, je dois maîtriser les dangers qui peuvent me survenir de l'environnement du travail. Et là, ce sont les programmes prérequis. Et parmi les programmes prérequis, on peut citer la maîtrise des nuisibles, on peut citer l'élimination de dangers, le nettoyage et la désinfection, l'hygiène du personnel. On peut pas, si on parle de l'hygiène du personnel, donc là, on parle de l'hygiène vestimentaire, on parle de l'hygiène corporelle, on parle de la tenue de travail, on parle des installations d'hygiène, on parle de l'état de santé, on parle des maladies et les blessures. Donc là, on va développer l'ensemble des dispositions pour maîtriser l'hygiène du personnel. Et là, vous voyez des exemples et des photos de ces programmes prérequis. Là, vous voyez le nettoyage, de la désinfection, la gestion des déchets, lavage des mains, l'état de santé. Et là, ce sont des exemples de programmes prérequis pour la santé. Pour développer maintenant ces programmes prérequis, comment on va faire si on va mettre en place ISO 22000 pour développer les programmes prérequis? Donc, lors du choix et l'élaboration de ces programmes prérequis, l'organisme doit veiller tout d'abord à ce que les exigences légales et réglementaires applicables sont respectées, et il convient que l'organisme il va prendre en compte la partie applicable de la série ISO-TS 22002-1 jusqu'au le -6. Donc là, c'est-à-dire si je vais développer des programmes prérequis, la norme ISO 22000 n'a pas dicté comment développer le programme prérequis. Il va te dire, il faut développer un programme prérequis maîtrise des nuisibles. Il faut développer un programme prérequis hygiène du personnel. Il faut développer un programme prérequis nettoyage des infections. Mais elle n'a pas spécifié comment développer ces programmes prérequis. Et là, elle va être complétée par les normes ISO-TS 22002-1 jusqu'au -6. Là, ce sont des normes qui décrivent le comment de la chose. Si on est dans la fabrication des denrées alimentaires, là, on va se référer à la norme ISO-TS 22002-1. Si on est dans le domaine de la restauration collective, on va utiliser la norme ISO-TS 22002-2. Si on est dans le domaine de l'agriculture, c'est la 22002-3. Si une entreprise de fabrication des emballages destinés aux denrées alimentaires, là, elle va utiliser le 22002-4. S'il est dans le domaine du transport et le stockage, c'est le 22002-5.
Et si elle opère dans la production des aliments pour animaux, donc là, elle va utiliser la norme ISO-TS 22002-6. Et là, au cours de la formation Lead Implementer, on va vous envoyer l'ensemble de ces normes ISO-TS pour les utiliser si jamais vous allez mettre en place ISO 22000 dans une de vos organisations. Maintenant, le deuxième principe, on a vu le premier principe, c'est les programmes prérequis. Le deuxième principe, c'est la méthode HACCP. La méthode HACCP, comme on a dit tout à l'heure, c'est une approche préventive où nous avons une obligation de résultat. Quel est le résultat? Un produit sain. C'est un outil qui permet d'évaluer les dangers et de mettre en place un système de maîtrise axé davantage sur la prévention que sur l'analyse de produits finis. Donc là, c'est une démarche préventive, le HACCP. Donc, si vous voulez un peu d'historique pour comprendre l'approche, la démarche HACCP a été développée avec la collaboration de la NASA. L'objectif est de produire des aliments totalement sûrs pour les astronautes de la NASA lors des missions spatiales. Dans les années 70-80, le principe HACCP ont commencé à être adoptés par l'industrie alimentaire américaine. Donc là, McDonald's, Kraft, l'objectif est de prévenir les dangers alimentaires plutôt que simplement inspecter les produits finis. Donc les applications par la suite se sont élargies, des produits pour les astronautes à tout type d'aliments. Dans les années 90, le Codex Alimentarius a publié les 7 principes officiels du HACCP, qu'on va le voir tout à l'heure ensemble. Donc, il devient un référentiel mondial pour la sécurité des aliments, reconnu dans la réglementation et dans les certifications internationales. Dans les années 2000, le HACCP est devenu la base obligatoire pour les systèmes de management de la sécurité des aliments, tels que ISO 22000, qu'on va le voir ensemble, l'IFS, le BRC, le FSCC, je vais vous donner un aperçu sur le FSCC aussi. Il a évolué d'une méthode de prévention, la HACCP a évolué d'une méthode de prévention vers un système de management complet intégrant les PRP, la communication, l'audit et l'amélioration continue. Donc, on va voir cette méthode, cette démarche HACCP. Cette démarche HACCP, elle est basée sur 12 étapes et 7 principes. Donc, je vais les passer rapidement. Donc, les 12 étapes, on va commencer par l'étape 1. La constitution de l'équipe HACCP. C'est-à-dire, l'entreprise devrait s'assurer qu'elle dispose d'experts et de techniciens spécialisés dans le produit pour mettre au point un plan HACCP efficace. À cet effet, il doit constituer une équipe pluridisciplinaire chargée de la sécurité des denrées alimentaires. Et là, on va trouver dans l'équipe le responsable de production, le responsable maintenance, le responsable contrôle qualité. Et là, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va travailler à mettre en place cette démarche HACCP. Donc, la première étape, c'est la constitution de l'équipe. Une fois l'équipe elle est constituée, elle va procéder à une description complète du produit, tel que la composition, les critères d'acceptation, les conditions d'entreposage, les méthodes de distribution. Et si je parle de produits, c'est-à-dire de la matière première, des produits auxiliaires, des additifs, des produits finis, tous les produits, parce que on ne peut pas connaître les dangers qui peuvent se retrouver dans notre produit fini si on ne connaît pas les dangers associés à la matière première. C'est pour cette raison qu'il faut décrire les matières premières d'une façon exhaustive. L'étape 3, une fois l'équipe a décrit le produit, l'étape 3 consiste à déterminer l'utilisation prévue du produit, l'usage auquel il est destiné. Le produit doit être défini en fonction de l'utilisateur ou du consommateur final.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre en considération les groupes vulnérables de population. L'étape 4 consiste à établir le diagramme des opérations, donc le diagramme de flux. Ce diagramme comprendra toutes les étapes opérationnelles pour un produit donné. Et la dernière étape, avant de commencer à entamer les principes, c'est la confirmation sur place des diagrammes des opérations par l'équipe HACCP. C'est-à-dire l'équipe HACCP, une fois elle a développé le diagramme du flux, elle va aller sur le terrain, vérifier l'exactitude de ce diagramme de flux par rapport aux opérations sur le terrain. Donc là, ce sont les étapes préliminaires de l'analyse des dangers. À partir de l'étape 6, là, on va commencer l'étape correspondante au principe. Donc, l'étape 6, maintenant, c'est l'étape de l'identification et l'identification des dangers raisonnablement prévisibles. Et là, si je parle d'identification des dangers raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire on a 4 types de dangers: les dangers physiques, les dangers chimiques, les dangers microbiologiques et les dangers allergènes. Donc, au niveau de cette étape, et là, on est dans le principe numéro un de cette démarche HACCP, on va tout d'abord identifier les dangers. Une fois nous avons identifié les dangers, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va évaluer les dangers. On va évaluer les dangers en fonction de sa probabilité d'apparition et en fonction de sa gravité en termes d'effets néfastes sur la santé. Donc, un, j'ai identifié les dangers. Deux, j'ai évalué les dangers. Pourquoi évaluer les dangers? Pour identifier lequel de ces dangers sont considérés comme étant des dangers significatifs. Oui. Et par la suite, si je vais identifier un danger significatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une mesure de maîtrise pour maîtriser ce danger significatif. Et qu'est-ce que ça veut dire une mesure de maîtrise? Une mesure de maîtrise, c'est une action ou activité qui peut soit empêcher le danger d'entrer dans mon aliment ou de le réduire à un niveau acceptable. Et je dois valider ces mesures de maîtrise. Donc là, l'étape 6 et le principe numéro 1 consiste à un, identifier les dangers, 2, évaluer les dangers pour classer, catégoriser les dangers en dangers significatifs, dangers non significatifs. Pour les dangers significatifs, ce sont des dangers qui ont un impact sur la sécurité du consommateur, la santé du consommateur. Là, on va prévoir une mesure de maîtrise. Cette mesure de maîtrise doit être validée pour s'assurer qu'elle est en mesure d'être efficace. Et là, on est au niveau du principe numéro 1. Au niveau de l'étape 7, là, on va passer pour le principe numéro 2. Là, on va passer à classer les mesures de maîtrise en CCP et PRPO, et le fameux CCP et PRPO. Et là, on va utiliser une arbre de décision. Je vais vous montrer à la suite de à la fin de la formation, je vais vous montrer un exemple d'arbre de décision qu'on va utiliser lors de cette formation. Et là, on va différencier, on va être capable à la suite de cette formation, on va être capable de différencier entre un CCP, Critical Control Point, et le PRPO, Programme Prérequis Opérationnel. Une fois nous avons classé maintenant ces mesures de maîtrise, là, on va fixer des seuils critiques pour chaque CCP. Là, on va fixer des seuils critiques pour les CCP et des critères d'action pour les PRPO, en se basant sur la réglementation. L'étape 10, on va mettre un système de surveillance pour chaque CCP. Si je dis un système de surveillance, je vais dire comment je vais surveiller ces seuils critiques, qui va les surveiller, à quelle fréquence il va surveiller, il va enregistrer le résultat ou sur quel document il va enregistrer les résultats, et on est au niveau du principe numéro 4. Le principe 5 et l'étape numéro 9, là, on va mettre des mesures correctives en cas de dépassement. Si je fais maintenant la surveillance de mon seuil critique et je vois que j'en ai un dépassement de la seuil critique, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois instaurer des mesures correctives en cas de dépassement. Et là, ça s'appelle le produit potentiellement dangereux. Au niveau de l'étape 11, là, on va instaurer un système de vérification pour s'assurer que les mesures de maîtrise que j'ai mis en place
ont été efficaces. Là, c'est une vérification, c'est une confirmation de la conformité. Et le dernier principe, c'est on va constituer le dossier et on va tenir des registres pour assurer la traçabilité, pour s'assurer que notre système, il a été mis en place comme prévu. Là, c'est généralement la démarche HACCP. Donc, le troisième principe, c'est le fameux cycle PDCA que vous connaissez. Peut-être pour ceux qui ont assisté à une formation ISO 9001 connaissent très bien le cycle PDCA, la roue de Deming, le Plan Do Check Act. Donc là, au niveau de la planification, on va mettre en place la politique SMSDA, les objectifs, les processus, les procédures. Par la suite, on va mettre en place ce que nous avons planifié, ce que nous avons planifié. Euh, Par la suite, on va vérifier et on va agir en conséquence. On va agir en conséquence. Maintenant, voilà les chapitres de la norme ISO 22000 qu'on va voir ensemble avec la structure HLS, le High Level Extraction, la structure commune de toutes les normes de management apparues après l'année 2013. Donc là, au niveau de cette norme, on trouve 10 chapitres. Là, vous voyez, donc là, la première édition de la norme ISO 22000 est apparue en 2005. La deuxième version, c'est le 2018. Et là, on est sur la structure HLS. C'est les 10 chapitres. Les 10 chapitres, les trois premiers chapitres sont des chapitres introductifs. Et là, on va commencer ensemble les chapitres d'exigence à partir du chapitre 4. Et en total, on a 7 chapitres d'exigence. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette formation? Au niveau du chapitre 4, c'est le contexte de l'organisme. On va voir comment identifier les enjeux internes et externes, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent impacter l'atteinte des résultats escomptés. On va voir comment identifier nos parties intéressées, comment catégoriser les parties intéressées, comment on peut identifier le domaine d'application et comment on peut développer ensemble, on va faire des exemples, comment développer les processus du système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Au niveau du chapitre 5, là, on va voir comment établir une politique sécurité des denrées alimentaires, comment identifier, définir les responsabilités, les rôles, les responsabilités et les autorités. Au niveau du chapitre 6, le chapitre de la planification, on va voir comment établir un plan d'action face aux risques et opportunités pour saisir les opportunités et pour faire face aux risques. Comment établir des objectifs SMART à partir de la politique, comment on peut faire le déploiement de la politique sécurité des denrées alimentaires pour identifier des objectifs SMART et comment on va planifier nos modifications. Au niveau du chapitre 7, c'est le chapitre support. On va voir comment assurer la disponibilité des compétences. On va travailler ensemble sur une matrice de compétences. Comment assurer la sensibilisation. Comment établir un plan de communication et comment maîtriser les informations documentées. On va développer ensemble une procédure de maîtrise des informations documentées et on va apprendre ensemble comment maîtriser les informations documentées. Au niveau du chapitre 8, là, c'est le chapitre opérationnel. Donc, on va voir tout d'abord la maîtrise opérationnelle. On va voir au niveau du chapitre 8.2 le développement des programmes prérequis et on va développer ensemble des programmes prérequis avec le suivi de l'efficacité de ces programmes prérequis. Comment assurer la traçabilité? Et là, les trois types de traçabilité, la traçabilité en amont, la traçabilité en aval et la traçabilité interne. Comment identifier, comment préparer les réponses aux situations d'urgence. Au niveau du chapitre 8.5, on va voir toute la démarche HACCP que nous avons vue, mais avec beaucoup de détails. Comment on va assurer la surveillance, comment on va assurer la vérification de nos programmes prérequis et de nos plans de maîtrise des dangers, et comment on va maîtriser les non-conformités. Au niveau du chapitre 9, on va voir ensemble comment évaluer la performance de ces systèmes
de management de la sécurité des denrées alimentaires en utilisant les trois moyens d'évaluation des performances, à savoir la surveillance et le suivi des indicateurs, l'audit interne, et on va voir au cours de cette formation des scénarios comment on va apprendre ensemble comment développer, comment formuler un constat de non-conformité. On va vous donner dans cette formation des scénarios IRCA, d'un examen IRCA, des scénarios d'audit. On va statuer est-ce qu'il s'agit de non-conformité, oui ou non. Et s'il s'agit de non-conformité, comment on va formuler les non-conformités, comment préparer une réunion de revue de direction. Et enfin, au niveau du chapitre 10, comment améliorer, comment traiter les non-conformités, comment traiter les non-conformités, comment procéder à une analyse des causes pour prendre les actions correctives adéquates. Au niveau de la sécurité des denrées alimentaires, j'ai parlé tout à l'heure du FSSC 22000. Le FSSC 22000 pour dire le Food Safety System Certification. C'est la certification du système de la sécurité des denrées alimentaires. C'est un système de certification accepté au niveau international, basé sur une combinaison de la norme ISO 22000, les PRP spécifiques et les exigences supplémentaires du FSSC. Maintenant, si on a mis en place ISO 22000, une entreprise a mis en place ISO 22000, mais ISO 22000, c'est une norme qui n'est pas reconnue par le GFSI. Donc, on peut mettre en place ISO 22000, mais par la suite, on peut évoluer en mettant en place le système FSSC 22000. Comment mettre en place le système FSSC 22000? Tout d'abord, il faut mettre en place les dispositions de cette norme ISO 22000. Il faut ajouter le PRP spécifique et il faut ajouter les exigences additionnelles du FSSC 22000 que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, si je dis le GFSI, le GFSI, en fait, c'est une initiative mondiale pour la sécurité alimentaire. C'est une initiative commerciale visant à développer des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire afin de garantir que les industries alimentaires transforment des aliments sûrs pour les consommateurs. Donc, techniquement, il n'existe pas des audits appelés audits GFSI. Mais il existe plusieurs normes standards qui sont référencées par le GFSI. Donc, l'objectif du GFSI, c'est d'harmoniser les normes de la sécurité des denrées alimentaires et renforcer la confiance entre les distributeurs et les fabricants et les consommateurs. Là, c'est le rôle du GFSI. Donc, si on parle de FSCC, donc, pourquoi les organisations appartenant à la chaîne alimentaire investissent aujourd'hui pour mettre en place un système SMSDA conforme au protocole FSSC? Parce que tout d'abord, pour avoir une certification reconnue GFSI. Parce qu'aujourd'hui, la norme ISO 22000 n'est pas reconnue, malheureusement, par le GFSI. Signifie que ton système, ton système est accepté à l'échelle mondiale, notamment par les grands distributeurs et donneurs d'ordre internationaux, qui peut donc exporter ou vendre plus facilement tes produits vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, vers l'Afrique du Moyen, l'Afrique, le Moyen-Orient. Donc là, les multinationales qui exigent une certification GFSI. Par exemple, comme le Nestlé, le Carrefour, l'Unilever, le Coca-Cola. Donc là, il exige une certification qui est reconnue par le GFSI. Donc, l'ISO 22000 n'est pas reconnu par le GFSI, alors que le FSCC, il est reconnu. Mais on ne peut pas mettre en place FSCC si on ne connaît pas l'ISO 22000. Donc, il faut mettre en place ISO 22000 et d'autres choses. Donc, le FSCC, c'est l'ISO 22000, plus les programmes prérequis, plus les exigences additionnelles. Plus les exigences additionnelles. Les exigences additionnelles, donc là, on va le voir au niveau du slide qui suit. Donc là, vous voyez les ISO-TS avec les versions, les nouvelles versions qui ont apparu en 2025. Donc là, toutes les normes ISO-TS ont été révisées en 2025. On a une création d'une nouvelle norme ISO 22002-100
Ce sont les exigences applicables à la chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des emballages. Voilà les exigences, 18 exigences additionnelles qu'il faut les mettre en place pour être certifié FSCC. Et là, le FSCC, il est là pour combler des lacunes qui se trouvent au niveau de la norme ISO 22000, notamment la défense alimentaire. La norme ISO 22000 n'a pas traité très bien ce programme défense alimentaire. C'est quoi la défense alimentaire? C'est le processus visant à garantir la sécurité des aliments contre toute forme d'attaque malveillante intentionnelle, y compris les attaques à motivation idéologique menant à la contamination. Donc, la défense alimentaire, c'est un programme qui n'a pas été bien développé au niveau de la norme ISO 20000, mais au niveau, si on va mettre en place le FSCC, donc là, on a toute une analyse des risques par rapport à la défense alimentaire. La même chose pour la fraude alimentaire. Là, la fraude alimentaire, c'est un acte intentionnel motivé par le gain financier, qui consiste à falsifier, altérer, tromper, dans le but de vendre un produit alimentaire de manière non conforme. Donc, il peut affecter l'intégrité du produit. Donc là, ce sont des programmes qui n'ont pas été bien développés par la norme ISO 22000 et qui ont été reconduits par le FSCC 22000. Maintenant, pourquoi le changement? Donc, la version FSCC, elle est dans sa version 6. Elle était dans la version 5.1. Elle est passée à la version 6. Et le mois d'avril ou le mois de mai, elle va passer à la version 7 pour s'aligner avec les exigences internationales et l'harmonisation avec la version ISO 22002, 22003, la version 2022, pour répondre aux attentes des parties intéressées et pour prendre en compte les enjeux de le développement durable. Donc là, c'est l'objet de la révision du FSCC. Voilà des exemples d'organismes qui font confiance à la certification FSCC. Là, on célèbre chaque année, le 7 juin, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle est célébrée chaque année le 7 juin pour sensibiliser le monde entier à l'importance de la sécurité des aliments et encourager les gouvernements et les entreprises à renforcer les systèmes de contrôle alimentaire et promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et protéger la santé des consommateurs. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci tout d'abord pour votre attention et votre participation. Je reste par la suite, bien entendu, à votre disposition pour toute question. Avant de donner la parole à Siessine, je souhaiterais vous montrer quelques exemples d'outils et de supports qui seront utilisés durant cette formation Lead Implémentaire ISO 20000 pour avoir une idée qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Là, j'ai parlé tout à l'heure de l'arbre de décision qu'on va utiliser. Bon, là, je vais vous montrer un exemple d'arbre de décision qu'on va utiliser tout au long de cette formation Lead Implémentaire ISO 20000. Et là, vous voyez l'arbre de décision qu'on va utiliser. Donc là, c'est une arbre de décision qui a été développée par un Tunisien, un docteur tunisien. Là, vous voyez, là, c'est l'arbre de décision qu'on va utiliser pour classer les mesures de maîtrise en CCP et en PRPO. L'arbre de décision qu'on va utiliser. Là, on va utiliser des documents pour identifier les dangers. Là, c'est un exemple de tableau Excel qu'on va vous donner pour travailler là pour être euh, un document par la suite vous utilisez pour ceux qui vont mettre en place cette norme-là. Donc là, vous voyez un document Excel d'identification des dangers. Là, c'est les dangers biologiques. Là, les dangers chimiques. Là, les dangers physiques. Là, les dangers allergènes. Et là, on a les différents dangers allergènes. Par la suite, on va utiliser aussi un document analyse et évaluation. Là, je vais vous montrer un exemple de document aussi qu'on va utiliser tout au long de cette formation euh, pour classer les dangers
significatifs, voilà, les dangers significatifs et l'utilisation, voilà, l'évaluation, l'analyse et l'évaluation du danger et là, l'identification de PRPO. Un exemple, et je vais finir avec ça, un exemple d'analyse, une méthodologie d'analyse des dangers, qu'on va vous communiquer au cours de cette formation-là, parce que ne vous donne pas, la norme ne vous donne pas une méthodologie. Elle te demande de choisir une méthodologie. Au cours de cette formation, on va vous donner une méthodologie complète d'analyse des dangers. Et là, vous voyez, c'est une méthodologie qu'on va vous donner, qu'on va travailler avec pour identifier les dangers, pour classer les mesures de maîtrise en CCP, en PRPO, comment les seuils critiques, comment on va les classer et tout le travail. On va faire un scénario d'une entreprise appartenant à la chaîne alimentaire et on va essayer ensemble de mettre en place un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Voilà, j'en ai fini. Merci encore une fois pour votre attention. Merci pour votre participation. Et là, je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions.